lendemain, Georges Duroy eut le réveil triste. Il s'habilla lentement, puis s'assit devant sa fenêtre et se mit à réfléchir. Il se sentait dans tout le corps comme une espèce de courbature, comme s'il avait reçu la veille une volée de coups de bâton. Enfin, la nécessité de trouver de l'argent l'aiguillonna, et il se rendit chez Madame Forestier. Il la trouva qui lisait un livre, étendue tout au long sur son canapé. Elle lui tendit la main sans bouger, tournant seulement la tête, et elle dit « Bonjour, belle amie ». Il eut la sensation d'un soufflet reçu. « Pourquoi m'appelez-vous ainsi ?» Elle répondit en souriant « J'ai vu Madame de Marelle l'autre semaine, et j'ai su comment on vous avait baptisé chez elle. » Il se rassura devant l'air aimable de la jeune femme. Comment aurait-il pu craindre d'ailleurs? Elle reprit « Vous la gâtez. Quant à moi, on me vient voir quand on y pense, les 36 du mois ou peu s'en faut. » Il s'était assis près d'elle, et il la regardait avec une curiosité nouvelle, une curiosité d'amateur qui bibelote. Elle était charmante, blonde, d'un blond tendre et chaud, faite pour les caresses. Et il pensa, elle est mieux que l'autre certainement. Il ne doutait point du succès. Il n'aurait qu'à allonger la main, lui semblait-il, et à la prendre comme on cueille un fruit. Il dit résolument, « Je ne venais point vous voir parce que cela valait mieux. » Elle demanda sans comprendre, « Pourquoi? Pourquoi? Vous ne devinez pas? » « Oh non, pas du tout. »« Mais madame, parce que je suis amoureux de vous. Oh, un peu, rien qu'un peu, et que je ne veux pas le devenir tout à fait. » Elle ne parut ni étonnée, ni choquée, ni flattée. Elle continuait à sourire, du même sourire indifférent, et elle répondit avec tranquillité, « Oh, vous pouvez venir tout de même. On n'est jamais amoureux de moi très longtemps. » Il fut surpris du ton, plus encore que des paroles, et il demanda « Pourquoi ?»« Parce que c'est inutile et que je le fais comprendre tout de suite. Si vous m'aviez raconté plus tôt votre crainte, je vous aurais rassuré et engagé au contraire à venir le plus possible. » Elle se tourna vers lui. « Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot, et pas seulement idiot, mais dangereux. Je cesse, avec les gens qui m'aiment d'amour ou qui le prétendent, toute relation intime, parce qu'ils m'ennuient d'abord, et puis parce qu'ils me sont suspects, comme un chien enragé qui peut avoir une crise. Je les mets donc en quarantaine morale, jusqu'à ce que leur maladie soit passée. Ne l'oubliez point. Je sais bien que chez vous l'amour n'est autre chose qu'une espèce d'appétit, tandis que chez moi, ce serait au contraire une espèce de communion des âmes qui n'entre pas dans la religion des hommes. Vous en comprenez la lettre, et moi l'esprit, mais regardez-moi bien en face. » Elle ne souriait plus, elle avait un visage calme et froid, et elle dit en appuyant sur chaque mot, « Je ne serai jamais, jamais votre maîtresse, entendez-vous? Il est donc absolument inutile, et il serait même mauvais pour vous de persister dans ce désir. Et maintenant que l'opération est faite, voulez-vous que nous soyons amis, bons amis, mais là de vrais amis, sans arrière-pensée. » Il avait compris que toute tentative resterait stérile devant cette sentence sans appel.
Il en prit son parti tout de suite, franchement, et ravi de pouvoir se faire cet allié dans l'existence. Elle lui tendit les deux mains. « Je suis à vous, madame, comme il vous plaira. » Elle sentit la sincérité de la pensée dans la voix, et elle donna ses mains. Il les baisa, l'une après l'autre, puis il dit simplement en relevant la tête, « Christi, si j'avais trouvé une femme comme vous, avec quel bonheur je l'aurais épousée. » Elle fut touchée cette fois, caressée par cette phrase comme les femmes le sont par les compliments qui trouvent leur cœur. Et elle lui jeta un de ces regards rapides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves. Puis, comme il ne trouvait pas de transition pour reprendre la conversation, elle prononça d'une voix douce, en posant un doigt sur son bras. « Et je vais commencer tout de suite mon métier d'ami. Vous êtes maladroit, mon cher. » Elle hésita et demanda, « Puis-je vous parler librement ?»« Mais faites, ma chère. »« Eh bien, allez donc voir Madame Walter, qui vous apprécie beaucoup, et plaisez-lui. Vous trouverez à placer par là vos compliments. Bien qu'elle soit honnête, entendez-moi bien, tout à fait honnête. Oh, pas d'espoir de maraudage non plus de ce côté-là. Vous y pourrez trouver mieux, en vous faisant bien voir. Je sais que vous occupez encore dans le journal une place inférieure, mais ne craignez rien, ils reçoivent tous leurs rédacteurs avec la même bienveillance. Allez-y, croyez-moi. » Il dit en souriant, « Oh, merci, vous êtes un ange gardien. » Puis ils parlèrent de choses et d'autres. Il resta longtemps, voulant prouver qu'il avait plaisir à se trouver près d'elle, et en la quittant, il demanda encore, « C'est entendu, nous sommes des amis ?»« C'est entendu. » Et comme il avait senti l'effet de son compliment tout à l'heure, il appuya en ajoutant « Et si vous deveniez jamais veuve, je m'inscris. » Puis il se sauva bien vite pour ne point lui laisser le loisir de se fâcher. Une visite à Madame Walter gênait un peu du roi, car il n'avait jamais été autorisé à se présenter chez elle, et il ne voulait pas commettre de maladresse. Le patron lui témoignait de la bienveillance, appréciait ses services, l'employait de préférence aux besognes difficiles. Pourquoi ne profiterait-il pas de cette faveur pour pénétrer dans la maison? Un jour donc, s'étant levé de bonne heure, il se rendit aux halles au moment des ventes, et il se procura, moyennant une dizaine de francs, une vingtaine d'admirables poires, les ayant ficelées avec soin dans une bourriche pour faire croire qu'elles venaient de loin. Il les porta chez la concierge de la patronne avec sa carte, et il trouva le lendemain dans sa boîte aux lettres au journal une enveloppe contenant en retour la carte de Madame Walter, qui remerciait bien vivement Monsieur Georges Duroy et qui restait chez elle tous les samedis. Le samedi suivant, il se présenta. 2 valets sommeillaient sur des sièges. Un d'eux prit le pardessus de Duroy et l'autre s'empara de sa canne, ouvrit une porte, devança de quelques pas le visiteur, puis, s'effaçant, le laissa passer en criant son nom dans un appartement. Georges Duroy entra et balbutia « Madame, je me suis permis » en cherchant l'œil de la maîtresse de maison. Elle lui tendit la main, qu'elle prit en s'inclinant et lui dit « Vous êtes fort aimable, monsieur, de venir me voir. » Et elle lui montra un siège où il se laissa tomber, l'ayant cru beaucoup plus haut. Et toutes ces dames discutaient de choses de mémoire, comme si elles eussent récité une comédie mondaine et convenable, répétée bien souvent.
Madame Walter répondait gracieusement, avec calme et indifférence, sans hésiter jamais sur ce qu'elle devait dire, son opinion étant toujours prête d'avance. Mais elle s'aperçut que la nuit venait, et elle sonna pour les lampes, tout en écoutant la causerie qui coulait comme un ruisseau de guimauve. Elle était un peu trop grasse, belle encore, à l'âge dangereux où la débâcle est proche. Elle se maintenait à force de soins, de précautions, d'hygiène et de pâte pour la peau. Elle semblait sage en tout, modérée et raisonnable, une de ces femmes dont l'esprit est aligné comme un jardin français. On y circule sans surprise, tout en y trouvant un certain charme. Elle avait de la raison, une raison fine, discrète et sûre, qui lui tenait lieu de fantaisie, de la bonté, du dévouement et une bienveillance tranquille, large pour tout le monde et pour tout. Au bout d'une heure, il s'en alla avec beaucoup de grâce, et dès qu'il fut parti, une des femmes déclara « Il est drôle, ce garçon, qui est-ce » Et madame Walter répondit « C'est un de nos rédacteurs, qui ne fait encore que la menue besogne du journal, mais je ne doute pas qu'il y arrive bien vite. » La semaine suivante lui apporta 2 événements. Il fut nommé chef des Échos et invité à dîner chez madame Walter. Il vit tout de suite un lien entre les 2 nouvelles. La Vie française était avant tout un journal d'argent. Le patron était un homme d'argent à qui la presse et la députation avaient servi de levier. Se faisant de la bonhomie une arme, il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme. Mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qui l'avaient tâté, éprouvé, flairé, qu'il sentait retors, audacieux et souple. Duroy, nommé chef des Échos, lui semblait un garçon précieux. Duroy devait faire l'affaire à la perfection, et il complétait admirablement la rédaction de cette feuille, qui naviguait sur les fonds de l'État et sur les bas-fonds de la politique, selon l'expression de Norbert de Varenne. Les inspirateurs et véritables rédacteurs de la Vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. Forestier, rédacteur politique, n'était que l'homme de paille de ces hommes d'affaires, l'exécuteur des intentions suggérées par eux. Il lui soufflait ces articles de fond qu'il allait toujours écrire chez lui pour être tranquille, disait-il. Mais afin de donner au journal une allure littéraire et parisienne, on y avait attaché 2 écrivains célèbres en des genres différents, Jacques Rival, chroniqueur d'actualité, et Norbert de Varenne, poète et chroniqueur fantaisiste. Duroy était dans toute la joie de sa nomination aux fonctions du chef des Échos, quand il reçut un petit carton gravé où il lut « Monsieur et Madame Walter prient Monsieur Georges Duroy de leur faire le plaisir de venir dîner chez eux le jeudi 20 janvier. » Le dîner fut banal et gai, un de ces dîners où l'on parle de tout sans rien dire. Duroy se trouvait entre la fille aînée du patron, la laide mademoiselle Rose et madame de Marelle. Ce dernier voisinage le gênait un peu, bien qu'elle eût fort à l'aise et causât avec son esprit ordinaire. Peu à peu, cependant, l'assurance lui revenait, et leurs yeux, se rencontrant sans cesse, s'interrogeaient, mêlaient leurs regards d'une façon intime, presque sensuelle comme autrefois. Et quand les Forestiers arrivèrent, on fut effrayé de l'état de monsieur Charles. Il avait maigri et pâli affreusement en une semaine, et il toussait sans cesse. Il annonça d'ailleurs qu'il partait pour Cannes le jeudi suivant, sur l'ordre formel du médecin.
Duroy alla le lendemain faire une visite aux forestiers, et il les trouva terminant leurs bagages. Charles, étendu sur un canapé, exagérait la fatigue de sa respiration et répétait « Il y a un mois que je devrais être parti ». Puis, il fit à Duroy une série de recommandations pour le journal, bien que tout fût réglé et convenu avec M. Walter. Et quand Georges s'en alla, il serra énergiquement les mains de son camarade. « Eh bien, mon vieux, à bientôt !» Mais, comme Madame Forestier le reconduisait jusqu'à la porte, il lui dit vivement « Vous n'avez pas oublié notre pacte ? Nous sommes des amis et des alliés, n'est-ce pas ? Donc, si vous avez besoin de moi en quoi que ce soit, n'hésitez point. Une dépêche ou une lettre, et j'obéirai. » Elle murmura « Merci, mon ami, je n'oublierai pas. » Et son œil aussi lui dit « Merci » d'une façon plus profonde et plus douce.